Déjà, on commence par la première de page, chapitre 1146 du Grabuge au milieu du calme. Et là, on voit Yamato avec Ulti qui est dessus. Alors ça, je sais même pas si je vais en parler dans la critique analyse, mais il y a quand même quelque chose qui est quand même assez important. C'est que moi, c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une vidéo il y a très longtemps où j'avais dit que Yamato ne serait pas Nakama. Et en réalité, elle n'est pas Nakama, elle va avoir le même rôle que Katakuri. C'est-à-dire qu'elle va devenir la capitaine d'une flotte qui va aider Luffy plus tard, au niveau de la bataille finale contre Im-sama, à la fin de Dressrosa, quand il parle de cette grande flotte qui a été formée et qui aura un impact plus tard, en vérité, elle, c'est le noyau, mais il y a plein d'autres flottes qui vont se rattacher, et bien sûr, il va y avoir Katakuri. Bah, tu le penses aussi, bah là, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, on va commencer le chapitre. Donc là, on a Gunko qui vient d'arriver directement sur le bateau, donc c'est ce qu'on a vu, c'est le cliff justement qu'on avait eu la semaine dernière, et là il y a quelque chose qu'on pense. Juste en bas on voit une case, on voit deux cases où il y a Gunko qui voit Brook, et même si Brook il a un casque, même s'il a une tenue, elle est censée quand même connaître l'équipage par rapport aux avis de recherche des Mugiwara, et donc assez que Brook, qui fait partie de l'équipage des Mugiwara, est le chanteur qu'elle écoute au niveau de la musique. Et donc, ce qu'on espérait voir un petit peu, et il y avait eu pas mal de théories là-dessus, comme quoi que ça serait une fan et qu'elle aurait peut-être un petit peu de recul par rapport à lui, c'est pas du tout le cas. Par contre, ce qui est très important, et là l'information elle est dingue, c'est par rapport au passé de Brook. Brook, je crois qu'il faisait partie, je sais plus de quelle mère c'était exactement, mais il faisait partie d'une mère et il était le gardien d'un château, et il connaît Gunko, enfin il connaît pas Gunko en tant que tel, mais il connaît le statut des chevaliers divins. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'elle dit nous sommes des dieux. Tout le long du chapitre, et c'est ça vraiment que j'ai adoré, il va y avoir une sorte de monologue de la part de, comment elle s'appelle, de la part de Gunko, et elle parle de fin du monde. Ça m'a surpris aussi que Brook soit au courant pour les chevaliers divins. Oui, moi aussi. C'est quelque chose qui m'a énormément surpris. Encore une fois, c'est ce qu'adore faire Eiichiroda, c'est mettre des petits éléments comme ça dans les cases, et ça va faire plein de théories. Brook, ancien garde royal de West Blue. Ok, merci beaucoup. On peut imaginer que c'était par rapport à un gouvernement qui a peut-être voulu se rebeller contre le gouvernement mondial, et qu'ils ont envoyé un chevalier divin pour justement les rétamer, et c'est peut-être à cause de ça que Brook a quitté et il est devenu pirate. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait des théories. Donc vous voyez, tout ce que je vais dire dans la critique analyse de lundi, c'est comme ça un petit peu que je travaille dessus. Donc on va le noter, on va le noter. Ou alors, avec ses souls, il peut entendre des conversations. Non, je pense pas. Parce que là, il y a vraiment un truc, je pense qu'il y a vraiment autre chose. Parce on l'a pas vu lancer les souls pour qu'il y ait quelque chose. Et quand il le fait, il se met à genoux pour pouvoir les envoyer ou pouvoir faire quelque chose. Là, justement, par rapport au monologue qu'il y a, on voit un petit peu ce qui se passe à côté. On voit que Franky, il a fait un radical beam. Il y a aussi un truc qui m'a vachement surpris, c'est le fait que comment elle va évacuer les enfants. Contrairement à ce que j'avais dit, ils ont vraiment aucune possibilité de pouvoir faire une sorte de téléportation au niveau de Marijoa. Donc ça, bien sûr, c'est dû à une capacité et peut-être au tatouage qu'ils ont. Et après, elle va les faire marcher. Il me semble bien que c'était eux il y en avait un qui avait un petit cube qui permet justement de faire les arcs-en-ciel. Et à partir de là, ils vont faire un arc-en-ciel pour les emmener jusqu'à un bateau. Et après, via le bateau, elle va emmener le bateau à Marijoa. Notre seul choix est de les faire marcher et de les escorter jusqu'à la Terre Sainte en passant par l'itinéraire le plus adapté. La Terre Sainte, tu veux dire Marijoa. Donc, Brook, je pense aussi qu'elle est au-dessus d'eux. Elle fait sûrement partie des chevaliers divins. Il n'y avait eu aucune information sur le mot et le grade de chevalier divin. C'est-à-dire que les seuls qui avaient eu l'information, c'est justement Loki, et là, il y a Brook qui en parle. Et ça, c'est vraiment dingue parce que, encore une fois, Eiichiroda cache des informations et ils sont
au-dessus des dragons célestes, et ça c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'à un moment on pensait qu'ils étaient les protecteurs des dragons célestes, donc ils étaient en dessous vu qu'ils protègent, vu que ce sont les gardiens. Et bien non, ils ont l'air d'avoir un grade carrément au-dessus, et donc ils seraient directement entre guillemets aux ordres des doyens. Donc après ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a la flèche qui part, et là pour moi il y a un très gros défaut au niveau du chapitre, c'est qu'on n'y comprend rien. Donc là il y a une flèche. La flèche, est-ce qu'elle touche Usopp? Non. Alors Usopp, c'est peut-être parce qu'il a peur qu'il a créé une esquive naturelle qui fait qu'il ne peut pas être touché. On voit que Nami essaye d'attaquer justement avec Zeus. J'ai adoré le fait que Zeus se transforme en Shark Thunder, Shark Tempo. Et là ce qui est cool, et encore une fois il faut vraiment le savoir et vraiment comprendre, là avec la flèche elle l'a envoyé vers le requin qui est justement Zeus, et elle l'a envoyé un retour à l'envoyeur. Un jour le monde disparaîtra enfin. C'est ce qui était prévu. On est justement par rapport à la fresque et le troisième monde qui doit être détruit. Et je comprends pas en quoi elle a peur de Nika. Est-ce que Nika peut avoir cette capacité de enlever le fait que le monde va disparaître? Et elle dit enfin c'est ce qui était prévu, et le fait que Nika est apparu, ça peut justement enlever la fin du monde. Ah oui, il est assez compliqué. Le chapitre. Certains humains ont pris conscience et l'ont fait savoir au monde entier. Est-ce que c'est le fait de faire comprendre au monde entier que la fin du monde va arriver, va permettre justement à cette fin de monde de ne... Encore une fois, on est dans la prophétie. C'est pas parce qu'il y a une prophétie que la prophétie va se réaliser. C'est l'inverse justement des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'à force de dire quelque chose, la chose se réalise. Et bien là, ça va être justement un effet inverse. Le fait de connaître la prophétie va permettre justement aux humains de tout faire pour ne pas qu'elle puisse être prise. Et là après, il y a le Usopp qui envoie une attaque. C'est complètement dingue. Et donc là, on peut arriver sur une théorie que j'avais faite il y a quelques temps. Comme on voit que quand ils se sont téléportés, c'était par rapport au pouvoir de Im-sama. Et quand ils ont utilisé la première fois leur pouvoir, on voyait qu'il y avait une sorte de fumée. On l'avait vu quand Shamrock avait utilisé son épée avec les Cerbères. Il y avait de la fumée. Moi, j'avais dit justement que c'était peut-être le pouvoir de Im-sama. Eh bien, est-ce que c'est comme les doyens? C'est-à-dire qu'ils sont chevaliers divins et qu'ils ont une partie des pouvoirs, une infraction, peut-être un millième de la puissance de Im-sama. Et est-ce que par rapport à ça, ils ont aussi une sorte de capacité d'immortalité entre guillemets régénératrice. Et donc là, l'attaque d'Usopp a quand même fait hyper mal. Et tu vois Usopp qui s'en veut énormément. Donc ça, c'était vraiment excellent. Et après, elle se régénère et les autres sont complètement fous. On n'a pas encore vu Jinbei passer à l'action, mais ce qui est vraiment classe, c'est que dans ma critique analyse que j'ai fait la dernière fois, j'avais dit que Jinbei normalement il n'a pas le pouvoir pour pouvoir arrêter les chevaliers divins. Encore une fois, les chevaliers divins sont d'un point de vue narratif une nouvelle menace, et les Mugiwara ne vont pas avoir la puissance nécessaire pour pouvoir les contrer. Seul Coppergaban va pouvoir avoir cette puissance pour pouvoir les enlever la sorte de téléportation qu'ils ont fait, et c'est vraiment quelque chose que je vois. Alors certains vont me dire dans les commentaires, mais tu dis complètement des conneries. Luffy, il a peut-être les pouvoirs, mais comme Luffy est pour l'instant avec Loki, peut-être qu'il n'aura pas le temps de venir justement combattre les chevaliers divins. Même si on sait qu'il y a des chevaliers divins qui sont partis autre part. Ils ont partagé le pouvoir d'un fruit du démon intéressant. On peut partager... Oui, peut-être. Mais c'est peut-être aussi l'essence du fruit, ou les détenteurs du fruit, ou un nouvel éveil du fruit qui permet justement de pouvoir partager un fragment de sa puissance. Ça, encore une fois, ça va être à voir. Bonne soirée, merci beaucoup. On est 19, coucou au nouveau. J'adore faire un live comme ça. Je vous le dis carrément, j'adore faire un live comme ça. Donc là, elle reprend maintenant par rapport à la fin du monde. Personne ne peut l'arrêter maintenant. C'est comme un compte à rebours. Là, après, on passe sur les géants qui sont en train de détruire toutes les matérialisations des cauchemars des enfants. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais il semblerait que Coppergaban n'est plus présent sur le bateau, donc peut-être qu'il est parti et qu'il va
intervenir au prochain chapitre. Une énorme bataille engloutira le monde entier et sur le point de commencer. C'est un putain de teaser de la part d'Ichiro Oda sur ce que va être la suite de One Piece et la bataille finale de One Piece qui va faire passer Marineford pour une bataille de bac à sable. Oui mes amis, c'est complètement fou. Et quand ce moment arrivera, quel que soit le camp des géants, ça changera radicalement le cours de la guerre. Et ça, c'est très important. Les géants vont faire partie de l'équipage, pour moi, de la flotte des Mugiwara. Et c'est pour ça aussi peut-être que Big Mom avait peut-être une notion de ça et qu'elle voulait absolument les géants. C'est pour ça que vous voulez mettre Elbaf sous votre contrôle et vous voulez utiliser les enfants comme otages. C'est dégoûtant. C'est ce que Oda nous tease depuis des années et il y arrive encore. Oui, il est complètement fou, Eiichiro Oda. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir le petit colon qui est en train de se faire prendre par justement l'attaque de Gunko. Et Gunko peut utiliser plusieurs flèches à la fois. Et là, on voit que Brook est en train de faire une attaque. Jinbei est en train de faire une attaque. Et là, justement, alors là, c'est ça que j'avais pas compris durant le live. C'est que j'ai cru qu'à un moment que c'était Jinbei qui avait esquivé la flèche pour prendre la flèche et l'amener Gunko à elle pour lui foutre un coup. Alors que ce n'est pas du tout le cas. En gros, ce qui se passe, c'est que elle, par rapport aux flèches, elle va détourner les attaques et les envoyer l'un contre les autres. Et encore une fois, c'est ça qui est chiant avec Eiichiro Oda, c'est qu'il ne découpe pas les actions dans les cases. Et ça casse sérieusement les bons. Bon, il y a aussi Nami qui se prend un coup par Gunko. Usopp essaye d'attaquer, mais ils ont vraiment pas le niveau. Et Gunko lui fout une attaque absolument dingue. En animé, ça va être beaucoup plus clair. Oui, encore une fois, et c'est pour ça que l'animé est aussi très important. T'as parfaitement raison, Gisting. Alors, ce qui est génial, c'est que elle est en train de prendre Colon pour l'emmener justement peut-être avec les autres enfants. Après, on s'aperçoit que ils vont faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à Killigan qui, à travers sa voix ou à travers la voix de quelqu'un d'autre, va pouvoir émettre quelque chose et contrôler les gens et les mettre hors service? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que il a complètement niqué le géant. Je ne sais pas pourquoi ils vont avoir besoin des géants, vu comment il les maîtrise, mais totalement à fond. Et on va passer sur un truc qui est complètement dingue, c'est le pouvoir avec ses doubles pages, vraiment superbe. On a Sommer qui est en combat contre Zoro. Zoro qui s'en est pris plein la tête. On voit qu'il y a des ronces qui sont absolument partout. On voit que son épée s'est transformée en une sorte de kanabo. Oui, merci, le kanabo. Merci beaucoup, t'es très gentil. Mais là, c'est avec des pointes. Et en vérité, est-ce que c'est son arme qui s'est transformée en une sorte de Zampacto? Chopper et Robin ne peut rien faire. Robin qui, encore une fois, on a Zoro qui se sacrifie pour elle. Et on a un flashback par rapport justement à Harald. Et Harald n'est pas le traître que tout le monde pensait, parce que là, il dit bien quel enfoiré ce Harald, il a vraiment tout gâché cette fois. C'est-à-dire qu'ils lui ont proposé que les géants deviennent les mercenaires du gouvernement mondial et il a refusé. Et les géants maintenant ne combattent plus et ont des écoles pour justement devenir civilisés. Et je trouve que c'est excellent parce que ça remet tout un petit peu dans le contexte. Bien que j'ai compris, ils veulent forcer les géants à rejoindre le camp de Im-sama pour s'assurer la victoire dans cette fameuse bataille finale. Oui, c'est aussi un petit peu ce que je pense. Donc voilà un petit peu le débriefing. C'était un débriefing rapide au niveau de ce live.